Merci pour être venu pour cette conférence annuelle de l'OSEVT. Donc l'OSEVT, c'est l'association étudiante, un collectif étudiant qui a pour but de parler de la mémoire, bien sûr, des guerres de Vendée, d'en avoir encore une trace historique, bien sûr, et aussi essentiellement sur un aspect, on va dire, historique. Enfin, on travaille sur des topos, des conférences. Donc, je voudrais déjà remercier Madame Anne-Roland Boulestro pour venir pour donc, la 4e conférence de l'OSEVT. Et donc voilà, c'est voilà la présentation du collectif, tout simple, d'étudiants pour travailler sur ces sujets fort intéressants. Je vais laisser la parole aussi maintenant à Paul Moreau, qui est responsable de la jeunesse du souvenir à l'ICS et qui va pouvoir vous présenter aussi son association. On agit, on travaille beaucoup en commun, en groupe, ensemble, hors ICS, également à l'intérieur de l'ICS. Voilà. Merci à vous. Bonjour à tous, donc, je suis membre de la Jeunesse du Souvenir. Donc, la Jeunesse du Souvenir représente la branche jeune de l'association du Souvenir vendéen fondée en 1932. Cette association a pour but de perpétrer et de commémorer la mémoire des guerres de Vendée. L'objectif de la Jeunesse du Souvenir est d'inciter les jeunes au devoir de mémoire, particulièrement en se rappelant les événements de l'histoire de l'épopée vendéenne de 1793 et en rendant hommage à la mémoire des martyrs vendéens. La Jeunesse du Souvenir veut inviter les jeunes à s'intéresser à l'histoire de la Vendée militaire par des rencontres, des sorties, des événements organisés. Merci. Parler sans micro, parce que je pense que l'acoustique est tellement bonne, parce que là, le micro n'est pas terrible. Ça va encore mal. Je ne sais pas si ça marche mieux. C'est une question de positionnement de micro. Sans micro et fort. Voilà. On va essayer. Je ne sais pas si là ça marche mieux. Non, pas. Je vais essayer de parler plus fort. Non, mais c'est pas parler plus fort. Je suis convaincu que l'acoustique est très bonne de la pièce. Vous pouvez parler sans micro et tout le monde entendra bien. Sauf s'il y en a qui s'opposent. On verra si on est. Le problème, c'est qu'il y a grésillement qui est en fait désagréable quand on les voit. Voilà. Allez, on fait des essais. Merci. Moi, je vais laisser donc monsieur Lee la présentation de la présentation de l'Anne-Roland. Non, ça va pas le faire. Il y a un grésille encore, mais je crois que vous m'entendez. Oui, c'est mieux. Très bien. Alors, il me revient l'honneur de présenter Anne-Roland Boulestro. Je tiens à préciser que je ne suis là au titre du département d'histoire, que je remercie ainsi que les autorités de l'ICES pour l'organisation de cette conférence, ou plutôt d'avoir accueilli l'initiative des étudiants. Parce qu'on y tient en quelque sorte, ce ne sont pas les professeurs qui organisent, mais ce sont les étudiants, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'éclipserai. Je m'éclipserai d'autant plus que c'est la Vendée qui va vous parler, celle des Mauges, c'est la vraie Vendée, disent certains. En tout cas, elle vient en voisine des Mauges, et puis elle vient comme autorité scientifique également, et il me revient de la présenter parce que nous sommes attachés à l'ICES à ce que la liberté d'expression de tous eh bien, puisse se manifester. Alors, Anne-Roland Boulestro vient nous parler de plusieurs sujets qui l'animent. C'est la Vendée, et de tous côtés, d'une certaine manière. Elle a soutenu une thèse en 1999 sous la direction de Jean-Clément Martin à Nantes, qui portait comme titre Sociabilité, pouvoir et notabilité en Anjou, 3 communautés des Mauges à l'épreuve de la guerre, où elle montrait que eh bien, ce sont non pas des nobles qui ont agité la Vendée, mais certainement, on peut le rappeler, eh bien, des Vendéens modestes qui ont d'abord pris les armes
et qui ont été rejoints dans cette aventure, pour ainsi dire. L'aventure, elle, continue en quelque sorte autour des conflictualités, puisque vous êtes responsable du master conflictualité et médiation, ce qui vous a valu de participer à des voyages de recherche en Lituanie, en Lettonie, pour étudier la Shoah par balle, et jusqu'au Rwanda, à 2 reprises, pour rencontrer les rescapés du génocide. Alors, en parallèle de cette expérience, il faut noter un grand nombre de publications, on ne peut même pas les compter d'une certaine manière, mais celles qui comptent sont les ouvrages que voici, les plus récents, des guerres civiles du XVIe siècle à nos jours, parus en 2022 aux presses universitaires de Rennes. Vous aviez d'ailleurs publié votre thèse. Et puis, récemment, 3 ouvrages majeurs ont marqué l'historiographie sur les guerres de Vendée, les colonnes infernales, violences et guerres civiles en Vendée militaire, 1794-95, c'est important d'en donner les dates, paru chez Fayard en 2015. Et puis, Guerre et paix en Vendée, 1794-96, chez le même éditeur en 2019, sur le processus de pacification. Et puis, il y a des aspects militaires et judiciaires sur lesquels on reviendra d'ailleurs à ces ouvrages. Et puis enfin, votre troisième et dernier, si je ne m'abuse, ouvrage, paru en 2023 chez Fayard, porte le titre « Punir et détruire en Vendée ». C'est ce qui nous incite à vous écouter, à partager aussi, puisque cette réunion est sous la forme d'un échange, en plus exactement de questions, réponses. Et c'est cette forme un petit peu particulière qui sera, je n'en doute pas, enrichissante pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Tiens, Madame Roland, merci beaucoup de nous accorder cette conférence consacrée à la justice révolutionnaire en Vendée. Alors permettez-moi d'ouvrir le bal, si je puis dire, en posant la première question. Pourriez-vous nous dire comment vous êtes intéressé aux guerres de Vendée? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été amené à vous intéresser à cette période? Et sans raison de vos origines, des Mauges. Alors, d'abord, je vous remercie tous de venir ce soir. C'est une expérience aussi pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Je m'adresse au monsieur, là, parce que ça va. C'est une expérience pour moi, parce que c'est une rencontre inédite. En général, vous voyez, quand on publie un livre, on fait une conférence, et puis après, il y a des échanges et des questions. Là, merci Raphaël, vous m'avez convié à un exercice inédit, donc s'il n'est pas parfait, vous saurez qu'en tout cas, c'est très intéressant pour un chercheur de rencontrer le public et puis de voir aussi vos intérêts par rapport à vos lectures. Donc merci Raphaël, merci à Arnaud, que je connais depuis pas mal de temps. On fait un petit bout de chemin ensemble à UCO Nantes, et puis aussi au Souvenir Vendéen, bien entendu. Alors la question, comment j'en suis venue à la guerre de Vendée? Moi-même, je n'en reviens pas, dans le sens où quand j'ai fait mes études d'histoire, il y avait une chose dont j'étais à peu près certaine, c'était que jamais, au grand jamais, je ne travaillerais sur les guerres de Vendée. J'étais très bonne en paléographie. Alors s'il y a des étudiants ici, vous savez ce que c'est que la paléographie. Certains ont l'œil, d'autres ne l'ont pas, et ça va être une galère sans nom quand on n'a pas l'œil. La paléographie, c'est donc lire les écritures anciennes. Et moi, alors vraiment, j'adorais l'écriture du XVIe, du XVIIe, les notaires. Plus ils écrivaient mal, plus j'étais heureuse, parce que je trouvais que c'était une discipline, parce que c'était aussi rentrer dans des actes que peu de gens lisaient et savaient lire, dans une époque, dans une société. Et donc, ce qui m'intéressait, et pour répondre toujours à votre question, ce qui m'intéressait, moi, c'était le temps long et travailler en histoire moderne, ça, c'est sûr. J'avais aussi l'intuition, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous lisez un document, vous savez ce que vous allez en tirer dès le début. J'avais cette intuition et je voulais travailler donc sur le temps long
et sur des périodes 15e, 16e, 17e, comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas la guerre de Vendée? Parce que la guerre de Vendée, je trouvais que tout avait été dit, que les historiens citaient souvent les mêmes rapports. Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter de plus. Je pensais que vraiment tout avait été écrit, premièrement. Et puis j'étais maugeoise, je suis maugeoise, donc schultaise. Vous savez comme moi que la Vendée militaire, c'est une appellation. La guerre de Vendée est improprement appelée, puisque en réalité de Vendée, ce n'est pas simplement le département de la Vendée qui a été touché par la guerre civile, c'est également la Loire Atlantique, qu'on appelle la Loire inférieure, le sud de la Loire inférieure, le sud de Maine-et-Loire et le nord des Deux-Sèvres. Et moi, j'étais dans le Choletais, là où les colonnes infernales ont sillonné à plusieurs reprises et mon village et cette zone. Et donc, voilà, je faisais du vélo, je voyais les croix, je voyais les chants des martyrs, enfin, bon, c'était naturel, et pour moi, la guerre de Vendée, donc c'était vraiment pas mon sujet de prédilection. Alors, comment je suis arrivée à la guerre de Vendée? Par plusieurs bonnes fortunes, je dirais, je pense, pour moi. Je pense que je vous expliquerai pourquoi c'est la bonne fortune. La première, le premier changement, c'est lorsque je fais une thèse, je m'inscris avec François Lebrun, qui était un professeur d'histoire moderne, qui travaillait justement sur la longue durée, sur les sociétés. Et puis il prend sa retraite et il me dirige vers Jean-Clément Martin, l'université. Quand vous faites une thèse, vous êtes obligé bien sûr de passer votre thèse en université d'État. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, maintenant non plus, on y reviendra peut-être, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes sur l'ouest de la France. Et Jean-Clément Martin me dit, c'est bien de travailler sur la société du 18e, du 17e, mais c'est quand même dommage parce que vous suivez vos notables, vos familles de notables, et puis au moment où vous avez la fracture par excellence, qui est la guerre civile, vous les lâchez, vous les laissez. Et vous ne savez pas ce que ces familles vont faire durant la guerre de Vendée et même après la guerre de Vendée. Donc je me suis laissée un peu convaincre et puis j'ai fait cette thèse sur les notables des Mauges, les petits notables villageois. C'était eux qui m'intéressaient. Dès le début, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'histoire orale des hommes. Voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse, pas les concepts, pas les grandes idées. C'est vraiment les archives et l'histoire des hommes, pris justement dans cette tourmente. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est une autre bonne fortune terrible, macabre, morbide. C'est l'histoire des cotannées humaines. Ensuite, après ma thèse, j'ai continué de travailler. Je faisais des articles autant sur le XVIIIe siècle que sur la guerre de Vendée. Et puis, il y avait une terrible affaire, à savoir des républicains qui auraient prélevé des peaux sur des cadavres de Vendéens et qui auraient tanné ces peaux. Et là encore, c'est exactement le même problème que j'avais pu rencontrer par rapport à la guerre de Vendée, à savoir, on citait toujours les mêmes sources. Et puis, d'un côté, c'était non, 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 ça n'a jamais existé, c'est évident que c'est une fabrique de l'histoire. Et de l'autre, si, ça a forcément existé. Voilà, on a les sources. Et on avait les mêmes sources face à face. Et il se trouve que j'ai pris du temps pour aller au service historique de la Défense à Vincennes, merveilleuse archive pour une provinciale comme moi. Parce que, évidemment, vous êtes dans un lieu incroyable avec des cartons. Je cherchais justement quoi exactement, ce qu'on n'avait jamais vraiment regardé, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un Péquel, on disait toujours chirurgien républicain, qui était dans l'Ouest, en Vendée, le militaire, c'est-à-dire à Angers d'abord, et est-ce que ce Péquel a vraiment existé? Est-ce qu'il y avait une armée avec lui? Combien de temps à Angers? Et j'ai retrouvé Péquel, j'ai retrouvé son bataillon, j'ai retrouvé son stationnement, j'ai retrouvé les tanneurs, j'ai retrouvé toute cette histoire, mais effectivement, ça m'a ouvert
les cartons du service historique de la Défense. Et là, je me suis dit, je vais travailler sur les colonnes infernales, parce que de la même façon, je trouvais que les colonnes infernales, on citait toujours les mêmes archives, les mêmes rapports, et on n'allait pas assez loin. Moi, ce qui m'intéressait, je vous l'ai dit, c'est comment tu en arrives à ces massacres, comment tu mènes une guerre civile, est-ce que c'est la même chose que de mener une guerre? Et donc j'ai passé 11 ans, et je remercie mon mari qui est là, 11 ans au service historique de la Défense. Il avait beaucoup de patience, parce que effectivement, je faisais des allers-retours entre mes cours, mes recherches, et puis cette écriture de livres, Les colonnes infernales. Voilà. Maintenant, je vais me permettre de poser une question plus directe directement sur le sujet, tout simplement, un sujet comme sur la justice. Micro, hein, tu parles trop fort. Mais mettez-le loin de la bouche. Donc, je vais me permettre donc, de directement, même s'il y a eu quelques modifications sur les questions, lors des questions, j'ai une petite question sur la justice, effectivement. C'est le sujet. Directement, la première question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner une vision générale, une vision en tout cas, du contexte dans lequel s'inscrit cette justice révolutionnaire? Alors, une vision générale, je n'en suis pas bien sûre, mais en tout cas, mon propos de mon dernier livre, Punir et détruire, c'était de prendre une chronologie précise. Vous m'entendez bien, hein, parce que moi, une chronologie précise, qui était la politique de justice révolutionnaire entre... Il faut éloigner les micros de la bouche. Mais comme ça, je peux essayer. Non. On va y arriver. J'entendrai rien. En fait, j'ai voulu prendre une chronologie de bornes. Octobre 1793, parce que c'est la défaite de Cholet, et c'est le moment de la virée de Galerne. Et cette virée de Galerne, c'est une terrible tragédie pour la Vendée, puisque certains Vendéens, pas tous, on ne saura jamais combien véritablement, mais plusieurs dizaines de milliers, décident de traverser la Loire pour essayer de prendre un port, pour essayer de faire une jonction avec les Anglais qui ne se fera jamais. Et donc vous avez tout un parcours assez long de plusieurs mois de cette virée de Galerne qui les conduit jusqu'à Granville. Et ces Vendéens reviennent ensuite vers la Loire. Et quand ils reviennent vers la Loire, là, vous avez la procédure judiciaire répressive qui va se mettre en place. Elle était déjà en place avant, mais là, véritablement, c'est un contexte qui va permettre à cette justice de réprimer la Vendée, les Vendéens, comme jamais, devant les tribunaux. On pourra y revenir tout à l'heure. Ça, c'était ma première borne chronologique. Et ma deuxième borne chronologique, c'était au printemps 1794. Je m'arrêtais là. Pourquoi? Parce que c'est une première tentative, une ébauche, en fait, un brouillon de pacification en Vendée militaire par les républicains. Et on voit effectivement des rouages répressifs qui vont s'exprimer différemment à partir du printemps 1794. Donc c'était mon choix. Vous comprenez qu'en histoire, on peut traiter de la justice répressive de 1793 à 96, et même j'aurais pu continuer, mais moi ce qui m'intéressait c'était cette phase tout à fait particulière où les Vendéens ont passé la Loire et reviennent, où les prisons républicaines vont petit à petit s'emplir de ces Vendéens, de ces prisonniers, et ce rapport, alors ce face-à-face qui est assez terrible, je dois le dire, entre les Vendéens arrêtés et la justice, comment elle fonctionne. Et vous avez bien compris mon optique, et là pour mon prochain bouquin que je commence, tout juste depuis 5 jours, c'est vraiment au ras du sol, c'est vraiment au ras des hommes. Moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas les grands concepts judiciaires, d'abord je ne suis pas une juriste, c'est ce qui m'intéressait dans la justice, c'est ce face-à-face, c'est ces rouages, c'est les relations entre les républicains face à cette justice répressive. Vous voyez à chaque fois mes optiques, elles sont à la fois
liées à ce qu'on peut appeler la micro-histoire, c'est une méthode, hein, la micro-histoire, et en même temps, c'est ce qui, moi, m'intéresse dans les archives. Et ces archives, ben, c'est des milliers d'archives que j'ai pu, comme ça, exhumer, hein, des archives départementales, des archives nationales, qui sont peu connues. Je n'avais pas besoin, finalement, de répéter toujours les mêmes rapports. Quand on voit la qualité des sources sur la guerre de Vendée, je n'en reviens toujours pas. Et là, par exemple, pour le prochain livre, ce sera sur les survivants de la guerre civile. Mais pour l'instant, j'en suis à 6200 archives. 6200 archives, la plupart n'ont jamais été travaillées. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la bonne fortune du chercheur, c'est-à-dire mon optique qui colle avec des fonds d'archives exceptionnels. Donc, justement, donc à propos de cette justice répressive, vous m'entendez bien, est-ce que vous avez pu constater des différences, justement, dans la manière de pratiquer cette justice répressive, que ce soit à Nantes, à Angers, à Fontenay, dans les différentes places fortes républicaines? Est-ce que donc on peut justement mettre en évidence donc, des disparités dans la manière de rendre la justice révolutionnaire? Est-ce que vous pouvez pousser à mon petit schéma? Alors, je vais vous montrer. Voilà. Oui, en fait, bon, ça vous paraît peut-être complexe. Ça ne l'est pas en réalité. Hein. C'est les archives qui vous montrent comment ça fonctionnait. Si vous voulez bien aussi arrêter 2 minutes. Vous avez à l'échelle locale, hein, soit du district, du canton, vous avez ce qu'on appelle des comités révolutionnaires. Et à cette échelle-là déjà, c'est-à-dire c'est eux, ces comités révolutionnaires qui, dans les districts, dans les petites bourgades, dans les villes, dans les bastions républicains, vont surveiller les Vendéens, les suspects, c'est la mise hors la loi, c'est des lois qu'on connaît bien. Et ces comités révolutionnaires, durant cette période que je vous ai décrite, eh bien, ils vont se comporter totalement différemment. C'est eux qui commencent à trier, si je puis m'exprimer ainsi, les prisonniers qui leur arrivent ou qui sont arrêtés parce que considérés comme suspects. Et en fonction des comités révolutionnaires, eh bien, on voit des comités qui sont absolument engagés dans la République, engagés dans la Révolution, et qui considèrent tous les Vendéens et toutes les Vendéennes comme des brigands et des brigandes, et à ce titre, les interrogent, et dans la marge, préparent déjà la procédure judiciaire du prisonnier. Et à l'inverse, des comités révolutionnaires qui, eux, vont être perdus dans les lois, ne vont pas comprendre quel est leur rôle, parfois vont déférer des prisonniers, des concitoyens, devant la justice révolutionnaire, et vont comprendre trop tard que finalement c'est les promettre à la fusillade. J'ai en tête ainsi, si je prends les Mauges, vous avez le comité révolutionnaire de Cholet, qui est constitué de véritables républicains, révolutionnaires convaincus. Ils sont sur le front de guerre civile, c'est pire qu'un front de guerre, le front de guerre civile, et eux, ils font déjà un préjugement, ce qui n'est pas dans leur prérogative, c'est hors la loi, mais ils le font, fanatiques, jugés très fanatiques, cette femme est très suspecte, etc. Et vous avez tout ça dans la marge. Et à l'inverse, vous en avez un autre qui est distant de quelques kilomètres, enfin pas très loin, c'est le comité révolutionnaire de Montjean, qui a arrêté des concitoyens parce qu'ils étaient suspects, qui les défère devant la justice, et qui comprend, alors il dit voilà une liste de suspects, bon, ils sont soupçonnés d'être fanatiques, et ce comité révolutionnaire comprend un peu tard, 24 heures trop tard, que finalement, ils les ont déférés devant la justice révolutionnaire d'Angers, et ils ont été fusillés. Et à partir de là, on voit bien effectivement un comportement très différent, ne serait-ce qu'à cette échelle de comité révolutionnaire. Les commissions militaires, c'est la même chose. Vous en avez 2 qui vont fonctionner côte à côte. Vous avez la commission Parrain-Félix, qui, elle, va interroger
plus de 3470 prisonniers. La commission Proust qui est en interrogement, et on voit des taux de condamnation à mort qui sont totalement différents, alors que c'est les mêmes prérogatives, la même loi, et la commission militaire qui a en charge ces prisonniers. Ouais. D'accord. Justement, enfin, pour travailler un peu sur donc, la justice criminelle à Fontenay-le-Comte, justement, moi, pour travailler pour ça, j'ai en tête, dans mes ouvrages, dans mes recherches, les venues de, je vous en parlais juste avant, d'Hens et Franck Castel, qui, à Fontenay, enfin, sont envoyés à Fontenay, alors c'est ce que j'ai lu, hein, parce qu'ils ont fait du bon travail à Angers en soi. Et donc, c'est une question un peu plus personnelle, mais est-ce que vraiment Hens et Franck Castel à Fontenay vont faire beaucoup de bruit, vont être assez actifs en tout cas, vont considérer que Fontenay est une ville un peu. Enfin, en tout cas, les Fontenaisiens sont considérés comme trop modérantistes, trop modérés, pardon. Hens va même faire, comme je vous le disais, une sorte de conférence en disant devant les Fontenaisiens, les administrateurs, qu'il faudrait que les colonnes infernales de Tureau viennent à Fontenay. Et donc, est-ce que Hens et Franck Castel sont vraiment. Est-ce qu'ils ont vraiment fait du bon travail à Angers? Est-ce que c'est ce retour en fait, et donc, est-ce que du coup ça traduit pas mal, est-ce que ça peut pas mal traduire en fait justement cette différence que vous évoquiez entre différentes villes, entre des instances républicaines qui ne se ressemblent pas du tout entre quelques villes, même encore en Vendée militaire ou non loin en tout cas. Voilà. Alors, Hens et Franck Castel, si je teste, hein, alors un public qui travaille sur la Vendée, il connaît Hens et Franck Castel et il connaît Carrier. Un public qui ne travaille pas sur la guerre de Vendée, vous le testez, vous lui dites est-ce que vous connaissez Carrier? Je pense quand même qu'il faut être ignare si on ne connaît pas Carrier à Nantes. Mais si on teste Franck Castel, voilà, personne ne connaît Franck Castel. Alors Franck Castel et Carrier, ce sont des représentants du peuple, c'est-à-dire ils sont à la Convention nationale, hein, ils ont été missionnés par la Convention nationale, et ils doivent, effectivement, ils ont les pleins pouvoirs, hein, d'une certaine manière, dans cette guerre civile, et ils doivent répondre à cette guerre civile. Carrier, il n'est pas du tout diplomate stratégique quand il est à la Convention nationale après la Vendée. Franck Castel, il va cacher absolument ses actes à la Convention nationale et il va échapper au tribunal révolutionnaire. Et regardez ce qu'il écrit. Si vous connaissez très bien la Société d'Ancien Régime, vous savez que là, il est en train de donner un blanc-seing, mais sans le dire. En fait, c'est ça ce que j'essaie de montrer dans mes livres, c'est qu'il y a une stratégie dans le style. Regardez, c'est un rapport de Franck Castel. Tous les habitants qui sont à présent dans la Vendée sont des rebelles, tous acharnés. Les femmes et les filles, les garçons au-dessus de 12 ans, sont les plus cruels. Ils exercent des cruautés inouïes sur nos volontaires, les uns sont coupés par morceaux et les autres brûlés, et ce sont des femmes qui commettent ces atrocités. D'accord ? Et il écrit ce rapport aux généraux de colonnes infernales. Et grosso modo, il est en train de dire, voilà, ceux qui sont les plus terribles, les plus cruels, donc la cruauté, c'est la jouissance à tuer. Ce sont les femmes et les enfants, enfin les filles et les garçons au-dessus de 12 ans. Mais si vous avez travaillé sur la société du XVIIIe siècle, vous savez que ça n'a pas de sens. En fait, cette limite de 12 ans ne correspond à rien. Nous, évidemment, on va dire, ah bah oui, il désigne les adolescents, mais ça n'existe pas l'adolescence à la fin du XVIIIe siècle. Et ça n'existe pas dans sa tête, hein, à Franck Castel. C'est-à-dire, il est en train de donner un blanc-seing aux colonnes infernales pour dire, de toute façon, méfiez-vous et tuez-les, les femmes et les enfants au-dessus
de 12 ans, comment voulez-vous qu'un militaire reçoive une telle missive à la fin du XVIIIe siècle? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'il y a vous parliez de Hens et Frank Estel, il y a une stratégie chez Frank Estel qui est tout le temps la même. Regardez la suivante, l'image suivante. Alors là, ils sont deux. Frank Estel, le représentant du peuple, et le général Robert, qui est le chef d'état-major, qui est à Nantes, qui commande l'armée de l'Ouest. Et vous voyez, fin décembre, 2000 prisonniers catholiques. Et c'est lui qui souligne, qui était ici détenu et que de concert avec le citoyen Frank Estel, représentant du peuple, c'est pas moi qui fais les fautes, nous faisions évacuer sur différents points. Une partie de ces messieurs se sont révoltés contre la garde qui en a fait justice, le reste en passant sur les poncés. 2 arches se sont écroulées et sont malheureusement tombés dans la Loire où ils se sont noyés. Ils avaient malheureusement les pieds et mains liés. Vive la République. Eh bien, vous voyez, quand vous avez Carrier qui dit à propos de la Loire, la baignoire nationale, etc., etc., quel miracle de la Loire, cette espèce d'humour macabre qui tue 2 fois les Vendéens, Robert, il fait un peu la même chose. Il teste, parce que c'est des rapports que l'on va lire à la Convention nationale, il teste également, et vous voyez qu'ici, on est dans le haut des autorités, les plus hautes autorités républicaines à ce moment-là, fin décembre 1793, qui disent qu'ils sont en avoir, et en même temps, qui le disent sans avoir de retour et sans véritablement avoir un retour à l'ordre, c'est-à-dire la mise en la loi. On ne les rappelle pas à la loi. Vous voyez, le système est extrêmement intéressant parce que quand vous êtes comme ça, dans les rapports, que vous les accumulez, vous voyez effectivement la chronologie. Vous voyez comment se met en place le discours, le vocabulaire et la façon dont on va mener, dont on mène la guerre civile. Merci beaucoup. Dans votre ouvrage Punir et détruire en Vendée, vous évoquez les notions de justice d'exception et de crime de lèse-nation. Comment définiriez-vous ces 2 notions, justement? Le crime de lèse-nation et la justice d'exception. Alors là, il faut revenir en arrière, je suis désolée. Alors là, voilà. La justice d'exception, elle n'a pas été prise contre les Vendéens. Ça peut vous paraître bizarre, vous voyez, 19 mars 1793, on est à la Convention nationale. Cambacérès, qui est un des légistes de la Convention nationale, va proposer une loi qui est votée et qui dit « Ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes ou aux émeutes contre-révolutionnaires qui ont éclaté ou qui éclateraient à l'époque du recrutement dans les différents départements de la République et ceux qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche ou tout autre signe de rébellion sont hors de la loi. » C'est-à-dire, tu les prends, il y a la preuve sur eux, et donc ils sont hors de la loi, hors des procédures judiciaires, c'est pas la peine de les passer devant un tribunal, ils sont de facto condamnés, car condamnables, il y a les preuves, et donc on les passe par les armes. Je vous dis, et ça doit vous alerter, vous surprendre, je vous dis que c'est pas pour la Vendée. Pourtant, on est au 19 mars 1793. Le 19 mars 1793, la Vendée, ça fait déjà depuis 20 jours qu'elle est soulevée, la Vendée militaire. Mais pour autant, et ça va peut-être vous étonner, la Convention nationale ne connaît véritablement ce qui se passe dans ce qu'on va appeler la Vendée militaire que quelques jours plus tard. Autrement dit, c'est une loi, ne l'oubliez pas, une loi qui touche 60 départements sur 83. Parce que 60 départements sont en rébellion plus ou moins ouverte. Et en Vendée, on ne sait pas encore véritablement, on a du temps d'ailleurs, on ne sait pas encore véritablement ce qui se passe. Et donc quand on prend cette mise hors la loi, cette loi particulière de Cambacérès, on la prend pour tous les départements
qui sont en rébellion ouverte. Et il y en a un, ou plusieurs d'ailleurs, dans le sud de la France, qui s'appelle le camp de Jalès. Le camp de Jalès. Alors on l'étudie peu, le camp de Jalès, mais c'est une première insurrection. Et c'est certainement plus le camp de Jalès et le sud de la France qui est désigné par cette mise hors la loi. Sauf que, évidemment, quand on va comprendre ce qu'est cette Vendée militaire, la mise hors la loi va s'appliquer totalement sur la Vendée militaire. Alors, entre parenthèses, et là aussi, je vais peut-être vous surprendre et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais ça fait partie aussi des débats historiographiques. Comprenez bien, le Vendéen va vite comprendre que s'il est pris avec une arme à la main, il est passé par le peloton d'exécution. Donc, avant d'être pris par les républicains, ce qu'il fait, c'est qu'il jette son arme dans les buissons, dans les bosquets, il le jette le plus vite possible et le cache. Ce que fait un républicain, il arrête le Vendéen, et puis il va fouiller tout autour pour essayer de voir s'il y a des armes, et évidemment, ce sera encore plus simple. D'accord ? Autrement dit, la faux renversée, que vous voyez dans tous les tableaux du 19e siècle, c'est une invention, une fabrique du 19e siècle, de l'histoire de l'art, mais évidemment, vous ne pouvez pas combattre avec une faux renversée, vous ne pouvez pas la cacher, et dans les milliers d'interrogatoires que j'ai pu voir, ne serait-ce que pour la commission militaire par un Félix, ce qu'ils trouvaient dans cette commission les républicains, c'était des fusils, c'était des sabres, c'était des poignards, c'était des gourdins, jamais pour inverser. Les Vendéens, écoutez, ils ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'il faut renverser, ça ne se cache pas. En plus, si vous avez essayé d'en fabriquer une, je me souviens d'un forgeron qui m'a dit à quel point c'était impossible, difficile de fabriquer une faux renversée, et puis combattre avec une faux renversée, c'est encore plus complexe qu'avec une baïonnette. Vous voyez, la mise en la loi, ce que c'est le 19 mars 1793, ça c'est la justice d'exception. Et le crime de lèse-nation, c'est évidemment la sécurité de l'État. D'accord ? Je vais aller un peu trop vite peut-être. Le rétro lui-même proteste contre la mise en la loi. Et donc par rapport au crime de lèse-nation, alors là, on est vraiment dans de la guerre civile, c'est-à-dire, vous avez le crime de lèse-nation, c'est des citoyens qui s'en prennent finalement à cette nation, à l'unité de la nation, à la sécurité du pays. Et donc, crime de lèse-nation, c'est ce qui est pire parce que c'est de la trahison, c'est le coup de poignard dans le dos, c'est des Vendéens, des brigands, c'est-à-dire, quand on parle de brigands ou de rebelles, c'est des gens qui sont en train d'assiéger la citadelle, la cité, qui elle-même est en pleine guerre. Alors je ne dis pas que c'est ce que je pense, je suis en train de vous montrer comment, en fait, on va, de ces Vendéens, faire des contre-révolutionnaires. On va parler de contre-révolution et de contre-révolutionnaires, parce que justement, ils sont au sein de la République et ils sont en train de poignarder la République à un moment où, je vous le rappelle, la République est en guerre contre les alliés, ce qu'on appelle les alliés, c'est-à-dire une bonne partie de l'Europe. Donc vous voyez, on va fabriquer ce crime de lèse-nation, et vous vous souvenez tous, si vous êtes allés au Puy du Fou, ou si vous lisez un tout petit peu, vous vous souvenez tous de ce discours de Barère: détruisez la Vendée, et Valenciennes ne sera plus aux mains des Anglais, détruisez la Vendée, et Toulon ne sera plus... Vous voyez que c'est comme un espèce de leitmotiv pour montrer que finalement on a l'ennemi de l'intérieur qui est allié avec l'extérieur. Entre parenthèses, c'est pas vrai. Hein. L'extérieur, pour tout vous dire, je m'attendais moi à ce qu'il y ait un véritable soutien bien plus important que cela, ne serait-ce que des Anglais, mais aussi de la papauté, mais aussi et de l'armée des princes, et une connaissance. En fait, ils ne connaissent pas la Vendée. Ils vont mettre du temps à comprendre. Le futur Louis XVIII va commencer à correspondre avec Charette et avec Stofflet, mais simplement dans les années à la fin de l'année 1795. Et pour tout vous dire aussi, j'avais la possibilité d'avoir une bourse
pour aller, imaginez, aux archives vaticanes, donc ça c'est extraordinaire, vous dites, mais aux archives vaticanes, pourquoi faire? Parce que j'étais persuadée que j'allais trouver des archives assez inédites sur ce rapport entre la papauté, les Vendéens, ces Français de l'intérieur, peut-être aussi la papauté qui fédérait une partie des alliés catholiques, et j'allais avoir des rapports. Et donc, super, hein, je me prépare, et puis en fait, j'ai pris des contacts quand même avec le directeur des archives vaticanes. Patatras, en fait, il n'y avait rien, il y a très peu de cotes, parce que le Vatican, comme les alliés, ont mis du temps à comprendre ce qui se passait en Vendée militaire, et il n'y a quasiment pas de correspondance, et ça ne valait vraiment pas le coup, si, pour faire du tourisme, enfin bon, d'aller aux archives vaticanes. Remarquez, entre parenthèses, ça aurait été chic, parce que aller aux archives vaticanes, il faut son passeport, vous rentrez dans la cité, vous avez votre passeport, bon, mais à part ça, voilà. Alors, je n'ai pas fait de tourisme, j'ai été raisonnable, j'ai fait autre chose. Mais vous voyez à quel point, finalement, cette Vendée militaire, elle est méconnue à l'extérieur. Et après tout, regardez, au siècle précédent, XVIIe siècle, sous Louis XIV, la guerre des Camisards, si ça vous dit quelque chose, vous avez une insurrection du côté des Cévennes, donc les protestants qui sont en lutte ouverte contre Louis XIV. Et les Anglais vont débarquer, vont aider les Camisards, mais bien tardivement, dans les années 1711-1712, c'est-à-dire au moment où il n'y a quasiment plus de Camisards. Finalement, cette incompréhension de l'extérieur sur des mouvements de l'intérieur, c'est presque 17e, 18e siècle. Et pour autant, les crimes de la lèse-nation détruisaient la Vendée, et Valenciennes ne sera plus loin des Anglais. Vous voyez cette espèce de culture à l'antique, hein, il faut détruire Carthage. Là, c'était un peu la même chose, il faut détruire la Vendée, et ça aplanira les difficultés de la nation. Justement, pour rebondir sur cette notion de crime de lèse-nation, les Vendéens ont-ils été les premiers à être, accusés de ce crime de lèse-nation? Quand est-ce que cette notion a été forgée? Il me semble que dans le procès de Louis XVI avait été accusé justement du crime de lèse-nation et avait été accusé également d'être populicide. Oui. Le mot est employé contre Louis XVI. Oui, le crime de lèse-nation, ce ne sont pas les Vendéens qui vont ouvrir le bal, hein, c'est effectivement dans les premiers procès, les grands procès révolutionnaires. Ça commence avec Louis XVI, ça continue en octobre 1793. En octobre 1793, on parle beaucoup de trahison, de crime, de lèse-nation, que ce soit, vous voyez, c'était à géométrie variable, c'était un peu fourre-tout, parce que vous étiez vendéen, vous étiez... alors, je vais prendre Manon Roland, puisqu'elle a été... alors, elle a un seul M, hein, d'accord? C'est elle qui a dit aux libertés que de crimes on commet en ton nom quand elle est montée sur l'échafaud. Effectivement, que ce soit le roi, que ce soit des nobles, parfois qui étaient actifs, que ce soit les Vendéens, que ce soit des révolutionnaires convaincus, on va utiliser ce crime de lèse-nation durant l'année 93 essentiellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup pour cette réponse. Précise et détaillée. Alors je vois qu'on n'a plus forcément beaucoup de temps, mais je vais quand même vous poser cette question parce qu'elle me semble intéressante, puisque on sait que les conditions carcérales, toutes ces choses-là sont souvent très révélatrices plutôt de la justice, ou ont un impact sont importants, en tout cas. Et je voulais juste vous poser une question sur un ouvrage, celui de Jean-François Coué, qui parle des prisons d'Angers. Et comme vous travaillez sur Angers, notamment Limoges, est-ce que vous considérez, est-ce que vous pouvez leur toucher un mot, est-ce que vous considérez que cela apporte un nouveau regard sur la justice d'exception en Vendée? Bien sûr. En fait, sur les prisons d'Angers, alors c'était pas tout à fait mon sujet. Est-ce que vous voulez, je vais vous montrer un document qui était particulier tout de même. Il est un peu difficile. Continuez s'il vous plaît. C'est un document d'archives. Bon, voilà, stop. Ça a été et pour Monsieur Coué et pour moi, vraiment une base de travail.
Alors, c'est pas simplement les prisons. Moi, c'était vraiment Jean-François Coué. Il a surtout travaillé sur les prisons, l'environnement carcéral. Ça, c'était mon quotidien. C'est des milliers de jugements devant la commission militaire. Donc, on a plusieurs cotes. Ce sont des cahiers d'une très grande qualité, terrible. Je vous le dis tout de suite. Pour vous donner une anecdote, ça faisait longtemps que j'avais ce sujet en tête, sur la justice d'exception. Je voulais comprendre, et je vous dis une chose très importante, et les étudiants et vous tous, comprendre, ça n'est pas légitimer. Il ne faut pas commencer à croire que c'est la même chose. Je voulais comprendre la machine judiciaire, la fabrique judiciaire. Et donc j'étais obligée de passer aussi par cette commission militaire. Et ça fait longtemps que ça me travaillait, que j'avais envie de travailler cette question. Alors, ça fait peut-être 10-11 ans. Et j'avais commencé, en fait, ce projet de recherche par ces cahiers. Et j'en étais à 300 interrogatoires. Vous voyez, je commençais en tout juste. 300 interrogatoires. Et à un moment donné, je tombe sur une femme qui est interrogée en 3 lignes. Ça durait 10 minutes à peu près de ce que j'ai calculé moi, les interrogatoires. Qui est interrogée sur le côté fanatique. Est-ce que vous êtes fanatique? Elle dit ah ouais, je suis fanatique. Non, je suis fanatique. Et dans la marche, je dis fanatique et elle est fusillée. Là, je me dis oh, ras-le-bol. Je mets une marque, je ferme le volume et je dis je vais aller prendre un café puis je reviendrai lundi. Je suis revenue 10 ans plus tard, non, 8 ans plus tard, et j'ai ouvert le volume et ma marque était là. Personne avait travaillé sur ces volumes-là. Et donc là, effectivement, forte de mes recherches, de ce que je voulais faire, de mes objectifs, j'ai effectivement lu l'ensemble des interrogatoires. Et c'est assez terrible, vous le voyez. Vous avez un numéro, toujours dans la marge, vous avez quelques lignes, qu'ils soient hommes, femmes, ça va de 3 lignes à 10 lignes à peu près. Vous avez un numéro, et puis en face, vous avez tous compris, G pour guillotiner, vous voyez, ou bien la 56, G, F, on ne sait pas trop si elle a été guillotinée ou fusillée. Des fois, c'est GG, c'est-à-dire vraiment, il faut la guillotiner, il faut la fusiller. Et puis là, vous avez une 64 qui s'appelle Julienne Toublanc. Et elle a donc des enfants avec elle. On a un, dit le juge, à la mamelle, pendu à la mamelle. Donc ils sont tout petits. Et il a marqué F. Et puis il a rayé F. Et il a mis à examiner à cause de ses enfants. Et juste en dessous, j'ai un numéro 65 que je n'ai pas mis. Même chose. Elle est de Jalais, elle. Elle a des enfants. Et elle sera fusillée. Et vous avez ça, F, G, à examiner, F, G, à examiner. Et vous calculez, vous faites des statistiques. Et en même temps, vous rentrez dans ces histoires terribles de ces femmes, de ces hommes. Et finalement, c'est une façon de comprendre cette fabrique, enfin de comprendre, vous comprenez ce que je veux dire, d'étudier cette fabrique de la justice d'exception, ce côté à la fois répétitif, extrêmement difficile parfois, et ça vous donne précisément, au moins, parce que sur les chiffres de la guerre de Vendée, vous savez, il y aura toujours cette incertitude, mais au moins sur 3471 personnes que j'ai pu suivre par ces cahiers, je sais leur destin, ils ne vont pas tous être fusillés, 3471 personnes, dont je connais absolument le nom, le prénom, le statut et comment ils ont répondu, bien ou mal, devant la commission militaire. C'est ce que je vous disais, les archives sur la guerre de Vendée, mais on n'en finit pas d'en découvrir et de travailler dessus. Justement, par rapport à, vous évoquiez le fait que les condamnés étaient guillotinés ou fusillés, est-ce que le mode d'exécution a été laissé au libre examen voilà, des juges, ou est-ce qu'il y avait voilà, une préférence dans la méthode d'exécution en fonction du type de condamné? Oui, alors les guillotinés, d'abord la guillotine ça coûte cher.
Et là encore, ça va vous étonner, mais figurez-vous qu'on a retrouvé aux archives départementales de Maine-et-Loire un carnet d'un des deux bourreaux, il y a deux bourreaux qui officient, et il met, voilà, pour telle personne, tant d'argent, donc il fait, pardonnez-moi, il fait des prix gros, quand il en a 6 à guillotiner, ça coûte moins cher que quand il n'y en a qu'une seule personne à guillotiner. Donc on a ces carnets, on voit bien, ça coûte cher. Et donc les guillotines, que ce soit à Nantes, que ce soit à Angers, les guillotinés, c'est à peu près 250 à Nantes et à Angers, à peu près. Et quand on guillotine, c'est souvent des prêtres, des religieuses, ou bien des membres des comités contre-révolutionnaires, ce qu'on appelle les comités contre-révolutionnaires, et puis bien sûr des chefs de guerre, ou des femmes particulièrement importantes. Ça, c'est la guillotine. Et autrement, c'est des fusillades. Alors, je vous disais 3471 personnes que je connais, mais dont je retrace le destin. Mais je sais aussi que pour les fusillades, qui coûtent un peu moins cher, c'est une organisation, je la connais parfaitement, je sais qui fait quoi, comment, et quand, et où. Mais parfois, vous avez des Vendéens ou des Vendéennes qui viennent d'être raflés au moment où vous allez avoir une chaîne vers la fusillade. On ne fusille jamais à Angers même, ou jamais dans une ville, c'est toujours en dehors de la ville. Eh bien, c'est ce que j'ai appelé dans mon dernier livre les fusillades hybrides, c'est-à-dire qu'on va adjoindre à des prisonniers qu'on connaît bien, d'autres prisonniers dont on ne saura jamais rien, ni le sexe, ni le nombre, ni l'âge. Mais on sait, à un moment, paf, on dit, voilà, on a raflé des Vendéens venus de la Vendée militaire, on va les mettre dans cette fusillade. Alors je pense en particulier à des fusillades qui avaient lieu à Avrier, au Champ des Martyrs. Il y a eu plus de 2100 individus de fusillés là et d'enterrés. Et là, effectivement, il y a des gens dont on ne sait rien, dont on ne saura rien, puisqu'il n'y a pas de registre de cours, rien. Les colonnes infernales ont raflé, ont même pas pris leur nom. C'était même pas devant les comités révolutionnaires, donc on a rien. Vous voyez, le chiffre qui pose toujours problème. Alors justement, par rapport à ce que vous évoquiez la recherche justement d'exécuter à moindre coût, puisque donc, comme vous disiez, guillotiner, ça coûte cher. Est-ce que cela explique justement les mises en scène, la recherche à chaque fois, donc, quand on cherche à exécuter en fait le plus grand nombre de personnes dans le minimum de temps, justement pour que ça coûte le moins cher possible. Est-ce que cela explique justement les méthodes de Nantes de Carrier, donc l'idée de pouvoir exécuter plus rapidement, plus de personnes, donc sans que cela coûte cher? Est-ce que donc cela explique les monettes de Nantes avec Carrier, ou par exemple les canonnades que pratiquera Fouché à Lyon par exemple? Oui, alors les moyens de Carrier, Hens et Franck Castel ne vont pas le faire très souvent parce qu'ils ont compris très vite que c'est un problème de salubrité publique, puisque vous noyez, mais les corps ressortent toujours, enfin une bonne partie des corps, et donc ce sont les municipalités placées sur l'estuaire qui sont obligées de s'occuper de ces corps, et qui protestent contre Carrier, qui protestent auprès de Julien Lejeune, qui va doubler Carrier à Nantes, et qui protestent jusqu'à la Convention nationale. Donc Hens et Franck Castel vont préférer les fusillades, ça coûte, mais beaucoup moins cher que la guillotine. Ça pose moins de problèmes de salubrité publique, mais quand même, il va parfois falloir ouvrir les fosses et remettre de la chaux, et recouvrir de nouveau. Sur les cadavres, c'est un... Alors, vous allez vous dire, mais elle est morbide dans son sujet. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir pourquoi. Ça pose énormément de questions et des sujets qu'on n'a jamais traités. Jean-Claude Caron, qui a travaillé sur la guerre civile au XIXe siècle, il dit, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est toujours intéressant, il dit « La guerre civile s'arrête quand on enterre les cadavres ». Donc, les cadavres, c'est pour lui
un point véritablement de définition de la guerre civile, pas pour moi, hein, pas pour la guerre de Vendée. Mais je me suis rendu compte à quel point cette question-là, elle est constante, elle revient tout le temps. Et à quel point les historiens n'ont jamais travaillé cette question. Et sur les survivants, par exemple, à mon prochain livre, j'ai commencé un tout petit peu, mais ça ne va pas être mon sujet. Il y a les loups qui reviennent, et vous comprenez pourquoi, évidemment. Et les loups, vous n'allez pas vous en occuper pendant la guerre civile, vous vous en occupez après la guerre civile. Vous allez commencer à lever des compagnies de chasseurs pour les loups. Oui, mais qui va être dans la compagnie de chasseurs? Les anciens ennemis, les Vendéens. Ah oui, mais tu chasses pas le loup avec une fois renversée. Tu chasses avec des armes. Et les Vendéens vont dire, c'est pas vrai, hein, mais les Vendéens vont dire on n'est pas armés. Et donc il va falloir armer les anciens ennemis, les organiser en compagnie, les payer en fonction de tête de loup. Et vous avez toute une chronologie qui se dessine, plein de questions de sécurité qui se posent ici, et l'État qui fait des pas de côté pour justement ces questions de salubrité. Alors à la différence de Caron, moi je crois que la guerre civile pourrait s'arrêter avec la mort des loups. C'est idiot, mais c'est une hypothèse comme une autre, et je vous la livre, après 5 jours de réflexion intense sur les cadavres, les loups et les compagnies de chasseurs qu'on réarme. C'est formidable, le métier de chercheur d'historien. On se pose des tas de questions, on se dit, mais pourquoi je leur raconte ça ce soir? Maintenant, je vais vous poser une question presque inévitable. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous la poser, cette question-là. La question est simple, hein. Comment pouvons-nous qualifier, comment qualifieriez-vous la nature de cette répression? Pourquoi je pose cette question-là? C'est aussi que vous avez évoqué le fait que, parce que tout simplement cette conférence est en partie adressée plus essentiellement aux étudiants, et je pose cette question-là parce que, comment dire, pour avoir moi-même, par exemple, j'y ai pensé moi, enfin, j'ai hésité même au départ à travailler sur la Vendée, et je pense que beaucoup d'étudiants se posent cette question-là. Comme c'est un domaine qui est peut-être, le sujet des guerres vendées est peut-être un sujet finalement assez politisé aujourd'hui, est-ce que ça justifie en soi le recul de certains étudiants, la crainte d'aller travailler sur ce sujet-là, même si vous le disiez, il y a énormément d'archives, vous l'avez démontré. Et donc voilà, c'est une question sur comment donner envie aux étudiants finalement de travailler sur ce sujet qui peut peut-être faire peur au premier abord. Alors, votre question est très intéressante, et je pense que le public a vu à quel point vous n'étiez pas très à l'aise. Alors posons la question, hein, puisque à chaque fois que je donne une conférence, surtout quand je travaillais sur les colonnes infernales, sur la question du génocide vendéen, génocide, pas génocide, est-ce que vous qualifiez ça de génocide, de pas génocide? Alors, si c'est synonyme de massacre, oui, bien sûr que c'est un génocide. Moi, ce qui me gêne dans ton génocide, c'est que tu l'utilises, on te colle une étiquette, tu ne l'utilises pas, on te colle une étiquette. Alors, si vous voulez, moi ça m'intéresse pas vraiment, mais quand même, je vais vous montrer une diapo de ce que j'ai compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les archives, c'est tout. Et je ne peux pas éviter cette question de génocide vendéen. Voilà, c'est une évidence, si vous voulez, ça fait partie aussi de ces préoccupations, de cette densité de la mémoire et de la souffrance aussi, hein, de la réconciliation du 19e siècle, et pas seulement du 19e siècle. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à la fin? Alors, voilà ce que j'ai compris du génocide, mais c'est pas moi. Non, jusqu'à la fin encore, ça c'est Victor Hugo. Voilà. Alors c'est un peu compliqué mon schéma, mais pas tant que ça en fait. Hein. Le génocide, c'est ce qui pose le plus de questions actuellement à la Cour pénale internationale, c'est l'intentionnalité, c'est l'anticipation. C'est-à-dire, on a tous compris, hein, stigmatiser un groupe à part pour des questions religieuses, de race, etc. Ça, c'est le premier point, c'est une évidence. Et puis, vous avez l'État qui va, bien entendu, pour différentes raisons, hein, proposer un espèce de programme, va anticiper, va préparer les esprits.
et il va le présenter à qui? À une société qui doit adhérer en tout ou en partie à ce programme. Et vous voyez, on met ça en marche. Pour le Rwanda, c'est éclairant. On voit, déjà, on a oublié qu'il y avait eu d'autres massacres au Rwanda que simplement les derniers massacres. Et il y a toute une anticipation, une adhésion. Puis il y a une machine de mort industrielle qu'on met en place. Il y a aussi des statistiques qu'on attend, c'est-à-dire une efficacité, parce qu'on va mettre des moyens dans cette machine de mort. Il y a une façon aussi de tuer. Au Rwanda, on se souvient de rescapés qui nous montraient très bien comment ça fonctionnait, c'est-à-dire à l'arme blanche. Et puis, si c'était ton voisin et que tu aimais bien ton voisin, c'était à la balle, mais autrement c'était à l'arme blanche. Donc il y a cette idée aussi de déshumanisation. Je trouve qu'on le met à toutes les sauces. Moi, je l'ai bien démontré pour ce qui est des colonnes infernales. On est dans un processus de déshumanisation. Puis l'impossibilité de fuir, alors ça, je l'ai rajouté après mes 2 séjours au Rwanda, puisque vraiment les spécialistes m'ont dit actuellement, il faut vraiment que tu mettes ça en exergue, l'impossibilité de fuir, et ils m'ont expliqué de quelle manière, que ce soit pour les Juifs ou que ce soit pour les Rwandais. Sachez-le, il y a des liens très forts entre les Juifs et les études sur la Shoah et le génocide du Rwanda. Donc ils sont vraiment des chercheurs à la pointe sur ce domaine-là. Et maintenant, effectivement, ce qui gêne le plus la Cour pénale internationale, c'est de démontrer l'intentionnalité de l'État. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire du génocide. Alors, on est dans un processus en Vendée militaire. Si on avait pu, certains, j'ai à peu près, j'ai pas mal de noms, certains sont tout à fait dans cet esprit d'éradiquer la Vendée militaire. Il n'y a pas les moyens comme on peut l'imaginer, mais vous voyez que les colonnes infernales, en tout cas dans mon livre, je l'ai parfaitement montré parce que les sources le montraient du côté des républicains, ils n'ont pas du tout le sentiment de faire partie ni d'une administration, ni d'une armée au service d'un État qui va débloquer des moyens. En fait, vous avez des colonnes et c'est le chaos. Vous en avez certaines, elles vont tout massacrer, d'autres beaucoup moins. Les mêmes d'ailleurs, vous avez les chasseurs de Cassel, vous connaissez, les chasseurs de Cassel, les mêmes, à quelques jours près, vont se lancer sur des villages. Alors les chasseurs de Cassel, c'est des républicains à cheval qui venaient épauler les colonnes infernales. Donc ils étaient lancés avant les colonnes. Donc ils arrivent dans des villages et ça. Du sabre, c'est pas pour tuer, c'est pour assommer et pour que les autres finissent le travail. Et à quelques jours près, sans savoir pour qui, pourquoi, les mêmes chasseurs de Cassel que je suis, je me dis, oh là là, ça va mal se passer. Et en fait, ils vont faire tournoyer leur sabre au-dessus de leur tête pour que la population, non pas soit assommée, tuée, mais qu'elle puisse avoir le temps de s'enfuir. Donc ça, c'est la part maudite de l'humanité. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui me disaient, ah, mais madame, vous travaillez sur des sujets inhumains. Ben non, c'est des sujets éminemment liés à cette part maudite de l'humanité. Donc on voit bien effectivement ces façons de faire, de procéder qui ne sont pas, qui ne relèvent pas tout à fait de cette intentionnalité de l'État et surtout du soutien de l'État. Mais encore une fois, je ne suis pas là ce soir pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire, moi, cette étiquette, oui, non, etc., c'est vrai qu'elle coupe un peu les jambes des chercheurs. Je le reconnais tout à fait. C'est-à-dire que tu sais bien, même si c'est les sources qui t'animent, qui vraiment te font faire ce métier, qui m'engagent à écrire des livres, parce que j'ai quelque chose à dire, je sais bien qu'effectivement, cette question-là, elle peut empoisonner la lecture sur les ouvrages sur la guerre de Vendée. Je sais bien qu'on peut me coller des étiquettes. Vous savez, c'est peut-être mon titre de gloire. On m'a
catalogué de catholique intégriste à wokiste universitaire. Bah, je trouve que c'est pas mal d'avoir ces deux pôles. Je me dis, bah, il doit bien être au milieu finalement, sans le vouloir. Hein. Moi, c'est pas. Voilà. Donc retenez ça, après tout, catholique intégriste et wokiste universitaire. Ça laisse des perspectives entre les deux. Merci beaucoup. J'avais une question tout simple, en tant que scientifique, entre guillemets. Avez-vous une méthode historique de prédilection pour mener vos recherches sur la Vendée? Oui, deux. La micro-histoire et l'anthropologie historique. La micro-histoire, parce que vous avez compris, c'est brasser des milliers de sources, mais parfois pour un tout petit cas. Hein, je tire un fil. Vous voyez ce bouquin-là sur les survivants. C'est 6200 livres. Ça dépendra de mon éditeur, je ne sais pas encore. Hein. J'ai deux formats différents. Soit un tout petit livre, soit un gros livre. Bon, on verra. Mais si je prends le petit livre chez l'éditeur, eh bien, c'est 6200 sources qui vont rentrer dans mon petit livre. Parce que je vais prendre un survivant résilient, un survivant mutilé, un survivant républicain qui a reconstitué son bien, un survivant vendéen qui a reconstitué son bien. C'est-à-dire que ces 6200 archives, itinéraires, personnages, vous allez pouvoir les concentrer, si vous faites bien attention à votre micro-histoire, vous allez pouvoir les concentrer. Et l'anthropologie historique, c'est ce que je vous disais au ras des hommes. Voilà, l'anthropologie, c'est voir finalement s'attacher en fait véritablement aux individus. Hein. Et il y a une méthode que j'explore aussi qui est ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire être acteur et être conscient d'être un agent, même à son petit niveau. Je ne parle pas simplement des républicains, bien sûr, mais je parle aussi des Vendéens. Être conscient de peser, non seulement sur son destin, sur sa famille, mais aussi sur son territoire. Ça aussi, c'est une autre méthode qui m'intéresse. Et ne pensez pas que ce n'est pas possible de le faire. En fait, les archives sont d'une telle richesse. Si vous saviez à quel point les hommes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle écrivent, et écrivent bien, et avec vraiment beaucoup de détails. Et les sentiments. Ça aussi, les historiens ne regardent pas cette perspective. Mais ils racontent tout, ces hommes de la fin du XVIIIe siècle. Et donc oui, l'agentivité nous permet effectivement de reconstruire en partie, alors il y a une illusion quand même, hein, mais en partie, cette société de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Une autre question, peut-être avant-dernière question. Donc par rapport, vous évoquiez le personnage bien sûr de Carrier, incontournable. Comment se fait-il que certains, justement comme Carrier, aient fait les frais de leur cruauté, puisque donc ils ont dû à leur tour passer à l'échafaud, alors que d'autres, justement, comme Franck Castel, vous évoquiez le fait que Franck Castel était beaucoup plus discret que Carrier. Est-ce que justement c'est uniquement lié à cette publicité qu'ils faisaient de leurs crimes, ou est-ce qu'il y avait d'autres logiques justement qui faisaient que certains ont payé à la place d'autres? Alors, en fait, Carrier est guillotiné en décembre 1794. On a guillotiné Robespierre en juillet 1794. D'une certaine manière, en guillotinant Robespierre, c'est la terreur nationale. En guillotinant Carrier, c'est la terreur régionale. Et finalement, Hens et Franck Castel, alors Carrier, il se défend, hein. Il dit même la clochette du président de la Convention nationale n'est pas innocente, hein, on a fait du bien, etc. Et il demande à ce que Hens et Franck Castel viennent témoigner en sa faveur devant la Convention nationale. Évidemment, ils sont malades. Il y a des maladies diplomatiques qui tiennent bien pour Franck Castel. Et Franck Castel comprend une chose, c'est qu'on va guillotiner, enfin, il comprend, on le met en prison et Carrier va être guillotiné, et à ce moment-là, ça s'arrête. C'est-à-dire, tu en guillotines un, et puis les autres. Voilà, tu oublies, tu reconstruis. L'amnistie, c'est l'amnésie. C'est-à-dire, tu fais
la pacification en oubliant. Et donc Franck Estel va profiter. Tout comme Tourreau, hein, entre parenthèses, Tourreau, il va complètement échapper alors qu'il est en prison. Hein. Il se fait tout petit. Il comprend, alors il comprend quand Carrier est guillotiné, il ne faut pas que ça aille plus loin, parce que ce sera lui, pour les militaires. Il se fait tout petit, il écrit ses mémoires, et il va sortir de prison. Vous voyez ça, il y a un moment comme ça où l'amnistie passe par l'amnésie, on en guillotine un, et Franck Estel comprend que finalement il peut échapper à un destin semblable à celui de Carrier. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il reste une petite question. Il me reste peu de temps, mais il me reste une petite question plus dans le fond des jeux publics. Juste une simple question sur est-ce que vous pensez que des films comme 20 courriers, auxquels vous avez participé également, ont pu participer à une vulgarisation du sujet auprès du grand public? Ah oui, moi je pense. Alors vous avez lu plein de choses sur le Puy du Fou, sur Vaincre ou mourir, etc. D'abord, je dois vous dire, c'était une expérience incroyable. Je suis partie, c'était pour un docu-fiction, d'accord? Et donc il y avait plein d'historiens, et c'était... vous avez remarqué comme je suis bavarde, d'accord? Et donc, c'était très agréable parce que tu déployais ta recherche. J'avais compris que le responsable qui m'avait contacté, au début, moi, je ne savais pas trop, donc je ne lui ai pas répondu. Il insistait. Il m'envoie son projet, ses objectifs. C'est qu'il s'y connaissait sur la guerre de Vendée. C'était intéressant. Me voilà embarqué dans l'affaire du docu-fiction. Bon. Et puis je pars au Rwanda. Alors vous imaginez bien, quand tu pars au Rwanda, tu pars pas avec tes valises. Hein. Tu pars avec tes valises, mais aussi une préparation intensive sur le terrain, sur le Rwanda, sur le génocide, etc. Donc moi, vous allez être surpris, mais c'est juste si je me souvenais de ce docu-fiction, vous voyez bien, ça faisait quelques semaines, quelques mois, et j'étais tellement en train de préparer le Rwanda, on partait avec des étudiants, donc vous voyez, c'est quelque chose, hein, c'est une expérience incroyable, hein, incroyable. Et donc, au moment de partir, je reçois un coup de fil, ça va être un film, pas un docu-fiction. Je m'en vais. Et puis ça enfle, toute la polémique, moi j'étais au bout du monde, j'étais sur tellement d'autres terrains de recherche, et puis je reviens, je suis invitée en avant-première sur les Champs-Élysées, chic, et puis je me dis, mais en fait, j'ai parlé pendant 3 heures, qu'est-ce que ça va donner dans le film? Puis un film sur Charette, mais comment ils vont m'insérer dans le film Charette? Je ne comprenais pas, je me rendais compte que vraiment j'étais partie sans demander quoi que ce soit. Et puis j'ai vu le film en avant-première. Alors, je vous rassure, je suis dans le noir, j'ai la voix très posée, très universitaire, ça dure 2 secondes. Et puis on part dans le film Charette. Et je me suis dit, pour un procédé, enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, pour un procédé cinématographique en général, tu embarques tout de suite ton spectateur dans le film, tu l'embarques dans Charette, et là, on était très docte, dans le noir, en train de... Bon. Moi, je me suis dit, de toute façon, ceux qui ont envie d'en savoir plus sur Charette, ils iront se renseigner, soit ils liront, soit ils regarderont 2, 3 petites choses, et de toute façon, ça fera connaître la Vendée. Voilà. C'est comme le Puy du Fou. Il y a plein de bouquins, d'articles qui sortent en disant voilà, le Puy du Fou, le Puy du Fou. Et écoutez, si ça fait connaître la Vendée militaire, tant mieux. Évidemment, il y aura un public qui va sortir complètement conquis en étant persuadé que oui, le dernier panache, c'est l'histoire de Charette. Bon. Puis d'autres qui diront tiens, mais c'est un personnage qui m'intéresse, j'aimerais bien lire quelque chose. Tiens, mais la Vendée, j'aimerais bien en savoir plus. Voilà. Je trouve qu'il faut parler de la Vendée militaire. Un très grand merci à Roland. Merci beaucoup. Peut-être
peut-être avant de se quitter, auriez-vous quelques questions dans le public? N'hésitez pas pour 2-3 questions. Oui, monsieur? Je vais me lancer pour une question. C'était fascinant, votre approche et votre manière de présenter les choses sont absolument fascinantes. C'est un salut. Hein. Mais, merci beaucoup, monsieur. Merci. Je remercie de vous avoir prévenu. Mais ma question est celle d'un juriste et pas au ras des hommes, mais de plus systémique. Vous avez employé, on a parlé du terme génocide, qui est problématique. Moi, ce qui me posait problème, c'est le mot de justice. Parce que tout ce que vous décrivez n'a rien à voir avec la justice. D'ailleurs, à chaque fois, vous avez mentionné le mot justice, elle était qualifiée d'exception, révolutionnaire, etc. Donc c'est qu'elle n'est pas la justice. Est-ce qu'on n'est pas face tout simplement à un système répressif? Elle n'est que ça, c'est pas du tout un système judiciaire, j'en fais le mot plusieurs fois, judiciaire, juridiction, c'est pas du tout un système jeunesse. On a une loi d'exception qui varie au fur et à mesure, il n'y a pas de jurisprudence, qu'elle est appliquée au cas par cas, je l'avais très bien décrit. Donc est-ce que rien que changer le mot déjà? Oui, oui, j'aurais pu. Alors, moi, ce qui m'a frappé, le 19 mars 1793, le simple fait de mise hors la loi, en disant, voilà la procédure mise hors la loi, tu es sidéré, tu te dis, voilà, le ton est donné. Alors, si j'ai utilisé justice d'exception, justice révolutionnaire, c'est un peu comme contre-révolutionnaire, ça veut dire tout et rien, c'est des termes de l'époque. Donc voilà, je le prends. Les juges, je les prends. Mais je suis d'accord avec vous, on est dans un temps d'exception où on utilise, où un juriste comme Cambacérès va utiliser ce terme de mise hors la loi sans faire signer qui que ce soit. Et quand on voit les rapports, et je vous parlais des miracles de la Loire, tout le monde sait que c'est évidemment une procédure qui n'est absolument pas judiciaire, pas de réaction. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais j'ai utilisé effectivement le terme de justice révolutionnaire, de justice d'exception, parce que c'est ce qu'on disait effectivement en 1793-94. J'aurais pu le mettre effectivement plus en avant dès le début. Merci. Peut-être encore une question, oui, mademoiselle. Merci madame pour votre intervention. J'ai fait un master en anthropologie culturelle. Je tenais à peut-être ajouter un peu d'eau à votre moulin sur cette notion de 12 ans. Le fait de s'intéresser à des enfants au-dessus de 12 ans. Cette notion de 12 ans, c'est une notion qui revient beaucoup dans des sociétés qui ont été victimes d'autres exterminations. On va parler des Yézidis, des Mandéens, et c'est également l'âge du passage à l'âge adulte pour beaucoup de sociétés primitives. Ma question pourrait être peut-être de vous demander si vous pensez qu'il n'y a pas eu à ce moment-là un recours à une forme de bon sens, ou en tout cas d'anthropologie culturelle classique dans la tête de M. Robert. En fait, dans leur tête, dans leur cadre, fin 18e, le véritable âge intéressant et qui a un sens, c'est 7 ans. 7 ans. Donc 12 ans, c'est une façon de dire, oui, bon, c'est des petits hommes, mais on ne fera pas la différence entre 10 ans, 12 ans, donc tu ne fais pas la différence entre 7 ans et 12 ans. Donc c'est une façon de donner une norme qui n'en est pas une. Donc je ne suis pas bien sûre, vous voyez, dans cet âge-là, qu'il y avait une référence particulière. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Ah, il y en a deux. Oui. Moi, j'avais la question simplement par rapport, vous disiez que vous avez fait d'autres conférences. En fait, merci madame pour votre intervention. Vous disiez que vous avez donné d'autres conférences et j'aurais voulu savoir quelles avaient été les réactions des autres publics que vous aviez eues, notamment universitaires, professoraux, peut-être. Quel public ont réagi, de quel côté, enfin, voilà. Quel a été le sens du courant? J'ai 10 heures. Ça dépend en fait. Si c'est dans le cadre d'un colloque, d'une journée d'études, d'une conférence en public,
Bon, il faut vous dire qu'il n'y a plus beaucoup de chercheurs sur la guerre de Vendée. Vous en parliez, Raphaël. Je pense que la Vendée fait peur. La Vendée décourage aussi les jeunes chercheurs. Donc, c'est pas simple. Alors, ce qui fait que, et puis en plus, sur cette période de la Révolution, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent sur la contre-révolution, je suis seule pour l'instant. Et donc, ça veut dire que je suis énormément sollicitée dans les colloques, dans les journées d'études. C'est à la fois une chance, et puis je suis obligée de dire non, parce que je ne peux pas toujours renouveler. Là, on m'a demandé un congrès, c'était sur la reconstruction matérielle de la Vendée, mais je viens juste de commencer, ça fait 5 jours. J'ai dit non, je ne pouvais pas, alors que j'ai plein de choses à dire. Donc la réaction, je ne sais pas trop comment vous répondre, je ne comprends pas très bien votre question. Vous voulez dire, est-ce que je suis bien accueillie? Est-ce que... Oui, c'est ça. Quelles ont été les réactions des publics que vous avez pu avoir vis-à-vis des différentes interventions objectives en soi? Plutôt bien, à partir du moment où vous dites vous êtes dans les sources et à partir du moment où vraiment les gens vous suivent, si vous leur dites comprendre, c'est pas légitime. Voilà. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est décortiquer la fabrique, la machine de répression, ou bien la violence, ou bien ici la reconstruction, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je le dis ce soir parce que c'est à l'oral, la résilience. Tout ça, si vous utilisez bien vos sources, c'est imparable, c'est les sources en fait qui vous donnent du poids dans vos recherches. Je ne sais pas. Je me souviens, j'avais assisté à une conférence à Toulouse, ça s'était bien passé. Ah oui, même à Toulouse, on parle de la Vendée. Vous avez une question, mademoiselle? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre présentation. Ma question portait encore une fois sur la qualification de génocide ou non. Et régulièrement, lorsque l'on dit que ce n'est pas un génocide, on donne la justification que c'est une qualification anachronique. Est-ce que vous estimez que c'est... C'est pas le bon argument, ça c'est clair. Non, c'est pas une question d'anachronisme. D'ailleurs, Raphaël Lemkin, quand il a créé ce néologisme de génocide, il a dit voilà, je crée le mot, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu dans le passé. Lui, il a créé le génocide pour les Juifs et pour la réparation aussi matérielle. Après, il savait que de toute façon, ces familles juives seraient décimées, mais certains réclameraient justice, et puis il est bien. Et donc, génocide, ça a aussi une portée, mais ça, je vais aussi mettre une portée judiciaire. Mais ce n'est pas de l'anachronisme, même chez Lemkin. Allez, j'ai 2 questions. Toi qui es une jeune chercheuse. Alors, alors là, je l'attendais quand même. Non, mais tu as commencé quand sur les guerres de Vendée? Parce que, on va dire que j'ai fréquenté certains de tes cours et j'ai jamais eu souvenir de ce genre de... Voilà, et quand par exemple? Alors, en fait, c'est une bonne question. Parce que dans les années 90-91, c'était pas du tout ça, ce que tu nous enseignes. Alors, 90-91, je commençais ma thèse, à peu près. En fait, j'ai commencé, à l'époque, c'était pas des Master 1, Master 2, c'était une maîtrise DEA. Et ma maîtrise d'histoire moderne, c'était sur un chartrier exceptionnel, de 1450 à 1789. Donc vous imaginez, c'était fantastique. Et donc c'était l'Ancien Régime, et mes cours portaient beaucoup sur l'Ancien Régime, et quand je faisais ma thèse, je ne donnais pas de cours sur la Révolution. En fait, j'ai mis des années à préparer ce cours sur la Révolution et sur la contre-révolution, et j'ai une autre étudiante qui est là, je vous salue, merci d'être venue, qui, vous avez eu la Révolution, mais j'ai mis un temps fou. Moi, j'ai eu que l'Ancien Régime. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Et en fait, j'ai mis des années à préparer et mon plan, et mes cours, et mes TD. En fait, un prof de fac, il met un temps fou à réorienter son cours. Là, en fait, pour le master, je vais réorienter, ça fait pas mal de temps que
je prépare ça et je n'en parle pas aux étudiants et ça va être, ça sera peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Donc voilà, tu as bien raison de souligner le fait que c'est une longue marche pour faire des cours. C'est pas du tout naturel. Ni la révolution, ni la contre, c'est pas du tout naturel. C'est pas parce que vous connaissez bien votre sujet que vous allez bien enseigner. Moi, j'aurais une question sur les chercheurs dans les temps à venir. Est-ce qu'on aura autant d'archives que vous pouvez en trouver et en découvrir? Je trouve qu'actuellement, on n'a plus cette façon d'écrire, comme vous disiez, tout ce que vous trouvez. Donc, est-ce que les historiens à venir vont avoir la même chance que vous de découvrir des choses magnifiques? Ou la malchance de mourir. Alors, ça fait frémir à chaque fois quand j'y pense, mais pour 10 km d'archives, on en détruit 9. Ah oui. Donc il restera toujours ce 1 km. 1 km. Mais pas rien quand même. Alors ce sera différent, l'histoire des hommes, je ne sais pas, les réseaux sociaux ont sans doute changé des façons de faire, de parler, d'exprimer ses sentiments, je n'en sais rien. Ça, alors vraiment, je ne sais pas du tout. Et vous aurez compris que moi, je suis vraiment aussi à une révolution 19e. Déjà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous d'être venus. Merci encore à Anne Roland d'être venue jusqu'à La Roche-sur-Yon à l'ICES pour nous donner cette très intéressante conférence. Nous vous souhaitons donc une excellente fin de soirée. Merci à vous. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez échanger avec Anne Roland et vous faire dédicacer un de ses ouvrages.